À tout le monde. Avant de commencer et de me présenter et de vous présenter cet atelier, si vous permettez, est-ce que vous pourriez, non pas vous présenter en tant que personne, mais ne sachant pas exactement, n'étant pas habitué à ces universités d'été et ne sachant pas exactement quelles sont vos connaissances et votre métier, est-ce que vous pourriez me dire rapidement, chacun à votre tour, quel est votre métier? Antoine Chopinet, je suis psychiatre, je travaille au CMT de Castres. Okay. Juste le métier. Infirmier, responsable technique de prestation. Responsable de Technique en prestation. Informaticien. Informaticien. Directeur d'établissement. Professeur des universités. Dans quel domaine? Informatique génie industrielle. Chirurgien dentiste. Monsieur Arnay, je le connais, il est professeur de médecine. Donc voilà. Moi je suis également professeur de médecine. Cet atelier devait se faire avec le docteur Serge Bismuth, qui est généraliste et qui va participer, comme vous le verrez, et le docteur Decouard, qui devait être avec moi aujourd'hui. Mais il a des problèmes de santé dans sa famille, proches, qui l'ont empêché de venir. Les médecins peuvent être également malades. Donc nous n'aurons pas le docteur Decouard, qui est un médecin généraliste, qui a fait sa thèse il y a une dizaine d'années sur la téléconsultation et qui fait partie du bureau de l'association qu'on a créée, dont je vous parlerai. Donc l'atelier que nous faisons, le thème, c'est recentrer la médecine sur le patient. Ce thème est pour moi fondamental et a guidé un peu toute ma carrière qui se termine de médecin. Je suis professeur de médecine. Donc nous enseignons à la faculté la médecine. Malheureusement, nous n'avons plus le temps, enfin on ne prend plus le temps d'enseigner à être médecin. Et être médecin, c'est toujours centrer son activité sur le patient et pas forcément sur la médecine, sur les pathologies, sur les thérapeutiques, sur les techniques, etc. Donc je suis, moi, très intéressé par ce recentrage. Et c'est pour ça que je me suis intéressé à la téléconsultation, car je suis, en tant que médecin, je suis médecin hospitalier et j'ai une profession qui s'appelle interniste, une spécialité qui s'appelle la médecine interne. Et nous partageons avec le généraliste la volonté et la compétence qui consiste à essayer de centrer justement notre activité sur le patient, sa demande, ses besoins, et non pas forcément ses pathologies. Le médecin généraliste, il fait cette activité en premier recours. C'est un métier très difficile. Et il est souvent seul dans son cabinet, seul éventuellement dans sa campagne. Et seul face à son patient qui est là pour un quart d'heure. La salle d'attente est pleine. Il faut décider quelque chose. Il faut décider si c'est grave, c'est pas grave. Il faut décider, je le rassure, ou je l'envoie à l'hôpital, aux urgences ou aux spécialistes. Et donc il a besoin, le médecin généraliste, d'être aidé. De temps en temps, une fois sur 10, une fois sur 20, à son cabinet.
Moi, en tant qu'interniste à l'hôpital, je suis un médecin consultant. C'est-à-dire que je suis un diagnosticien et je donne des avis pour essayer de faire avancer des diagnostics et choisir des traitements les uns par rapport aux autres, les arrêter, les modifier. Et ces deux métiers ont un fond commun, c'est ce qu'on appelle en médecine la clinique. C'est-à-dire que nous travaillons, nous, avec nos yeux, nos oreilles, nous travaillons surtout avec la relation que nous établissons avec le patient. Ce qui nous permet petit à petit de nous faire une idée sur le diagnostic probable et le traitement. Donc cette médecine clinique qui est peu valorisée, hein, l'acte c'est la consultation, elle ne vaut pas cher chez le généraliste, 23 €. Chez moi à l'hôpital, comme je suis un grand patron, j'ai droit à faire payer C3, c'est-à-dire 23 multiplié par 3 ou 20 multiplié par 3. Et quand je fais des téléconsultations dont on va parler, pour le moment ça ne coûte rien, ça n'est pas valorisé du tout. Donc le médecin généraliste, il pratique ce métier en soins primaires, en premier recours, dans le parcours normal du patient. Et moi j'interviens en deuxième, en troisième, en quatrième recours. Le médecin généraliste m'envoie des patients pour, lorsqu'il ne comprend pas très bien et que son patient ne répond pas aux autres réseaux d'aide qu'il a, en particulier avec les spécialistes, les cardiologues, lorsqu'il a un infarctus, etc., il me demande mon avis. Et pour valoriser cette clinique qui n'est pas valorisée, cette pratique qui est l'art médical en fait, qui est la partie la plus complexe de la médecine, qui n'est pas valorisée financièrement et pas forcément valorisée non plus dans la société, j'ai eu l'idée, il y a déjà une quinzaine d'années, d'utiliser les techniques modernes pour démontrer l'importance, l'intérêt et la modernité de notre métier. Et donc, j'ai croisé le regard de Louis Laringue lors d'une réunion et je suis allé le voir assez vite pour confronter nos idées qui étaient les mêmes sur l'intérêt que pouvait avoir la télévision, la visio, qui à l'époque était encore techniquement compliquée, pour aller vers le patient. Et un des messages que je voudrais donner dans cet atelier, c'est que nous avons tous les moyens maintenant, et il faut les utiliser, pour que le médecin consultant se déplace vers le patient. Il peut aller avec les moyens modernes au domicile du patient, il peut aller au cabinet du généraliste, et c'est ça dont on va parler, et je vais vous faire une petite démonstration de ce que nous faisons depuis maintenant une quinzaine d'années. La première consultation, quasiment, on l'a fait devant M. Kouchner, ministre de M. Jospin, qui passait à Toulouse à ce moment-là. Voilà, l'historique, c'est ça. On a démarré. J'ai cherché quelques généralistes qui pouvaient être intéressés. Et on a essayé de trouver du matériel pour eux avec M. Laringue. Enfin, c'est surtout M. Laringue qui s'est occupé de ça. Il avait commencé à mettre en place des salles de télémédecine dans le CHU de Toulouse. Et on a commencé donc avec les médecins que je suis allé choisir en fonction de critères qui... soit que je les connaissais, soit que pour M. Bismuth, par exemple, j'ai cherché un cabinet de groupe et il se trouve que je n'ai travaillé qu'avec lui, donc le critère correspondait pas à ce qui s'est passé ensuite. Et nous avons fait des téléconsultations régulièrement, moi à la salle de télémédecine, avec éventuellement des étudiants, des internes, des diététiciennes, et lui dans son cabinet, avec éventuellement des étudiants, parce que les généralistes ont des étudiants, ils en ont de plus en plus d'ailleurs, et le patient, et éventuellement le père, la mère, le mari, etc. Alors, bon an, mal an, nous avons travaillé, mais
avec quelques difficultés parce que les techniques se modifient, parce que nous sommes obligés de déménager régulièrement dans les hôpitaux, il n'y a plus de salle de télémédecine, le docteur Bismuth n'a plus son appareil qui marche, on change de marché, enfin bon, c'est un peu compliqué. Donc, on n'a pas beaucoup progressé. On a testé une technique très intéressante dont je vais vous parler, une technique de consultation très intéressante, une pratique très intéressante, mais on n'a pas progressé quantitativement et on n'a pas développé avec d'autres médecins, d'autres spécialistes. Et puis je me suis dit, il y a un an ou deux, tout d'un coup, je me suis dit, la technologie s'est complètement modifiée. À l'époque, on n'avait pas les écrans plats, on n'avait pas les tablettes. Bon, maintenant, il y a Skype, maintenant il y a FaceTime. Donc, il faut absolument repartir avec des technologies qui nous permettent maintenant vraiment de faire ce qu'on voulait faire. Avant, c'était expérimental, mais maintenant, on peut le faire. Et donc, je me suis dit, moi j'ai un iPad, j'ai découvert, je suis malvoyant, donc je ne pratiquais pas l'ordinateur. C'est pour ça que vous n'avez pas de... Je n'ai pas besoin de choses écrites à l'écran, je vous l'ai dit. Et j'ai commencé à pratiquer Internet grâce à ces tablettes modernes qui permettent de grossir, enfin qui mettent plein de choses, etc. Ça, c'est un détail. Et je me suis dit, on pourrait utiliser ce FaceTime que j'utilise par ailleurs. La plupart des gens connaissent Skype, c'est à peu près la même chose sur l'ordinateur. Il y a d'autres logiciels. Et je me suis dit, avec Serge Bismuth, qu'on va voir tout à l'heure, il faut qu'on développe. Il y a les tablettes, et il y a les smartphones. Il y a 3G, il y a 4G, enfin bon, il y a tout ce qu'il faut pour facilement maintenant, sans dépenser beaucoup d'argent, très peu d'argent par rapport à ce qui s'est dépensé dans les salles de télémédecine jusqu'à présent, faire des consultations à plusieurs. Et quand je vois que depuis 10 ans, on fait ce qu'on appelle des RCP, pour ceux qui connaissent, des réunions de concertation pluridisciplinaires, où il est dans la loi, il faut que le médecin généraliste soit là, participe. C'est jamais le cas. Donc les spécialistes travaillent entre eux, ils discutent sur un dossier, le patient n'est pas là, le généraliste n'est pas là. Actuellement, on a les moyens. Donc c'est pas normal qu'il soit pas là. Parce le patient et le généraliste ont des choses à dire lorsqu'on parle de son cancer ou de son infarctus. La consultation, la téléconsultation que j'ai appris à faire, c'est un petit peu ce qui se passe, ce qui se passait plutôt autrefois. En tout cas, ce que je fais, moi, c'est un petit peu ce qui se passait, ce qu'on m'a raconté, je ne l'ai pas vécu. Ce que nos maîtres, mon père était spécialiste aussi, donc il m'a raconté. Lorsqu'un patient allait pas bien, était difficile, au fin fond de l'Ariège ou de l'Aveyron, le médecin généraliste appelait parfois le consultant de l'hôpital, du CHU, ça s'appelait pas comme ça à l'époque, qui prenait sa voiture et qui allait au domicile du patient faire la visite de ce patient avec le généraliste. C'est ce que je fais avec des généralistes. C'est-à-dire que grâce aux nouveaux moyens, comme on va le voir tout à l'heure, grâce à mon cabinet de consultation, mon annexe de cabinet, c'est quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus simple que ma consultation mutualisée du pavillon Sénac à l'hôpital Purpan, je vais chez les patients et je vais au cabinet des médecins. Je vais vous... Alors, la consultation, ce nouveau type de consultation, c'est une consultation où on est 2 ou 3, alternativement. C'est-à-dire que moi, avec le patient, je discute avec lui, puis je discute avec le médecin généraliste qui est à côté,
Et donc, à ce moment-là, on est 3. Puis, je rediscute avec le patient, on est 2. Puis, je discute éventuellement avec un membre de la famille, je pose une question. Donc, c'est cette consultation souvent triadique, comme on dit, médecin généraliste, consultant spécialiste et patient, qui est très intéressante, qu'avait étudié d'ailleurs dans sa thèse le docteur Decouard, qui devait être là aujourd'hui. Tout se passe en temps réel, aucune information n'est occultée, tout le monde entend la même chose, et lorsque moi j'ai fini, au bout d'un quart d'heure en général, je me retire. C'est fini. C'est le médecin général qui continue son métier, qui prend les décisions en fonction de ce qui a été dit et qui décide de faire, de ne pas faire, et qui souvent, ce sont des consultations de réassurance. Le médecin généraliste, il pensait que c'était pas grave, donc il est réassuré. Il pensait qu'on pouvait arrêter un médicament, mais il avait été donné par un autre spécialiste, donc il avait besoin d'un autre avis. Il pensait qu'il fallait faire un examen. Je lui dis oui, c'est bien, c'est cet examen qu'il faut faire. Ou je lui donne une autre idée. Vous allez voir, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Cette consultation d'un nouveau type où je vais vers le patient et j'essaie de résoudre avec le généraliste son problème. Je vais donc et je vais au cabinet du généraliste, je vais au domicile du patient et là nous allons aller pour la démonstration qui nous permettra de continuer de discuter ensuite, puisqu'on est là quand même pour discuter. Nous allons aller à l'endroit où se trouve le docteur Serge Bismuth. Ce matin, les médecins, vous savez, ont des emplois du temps chargés, souvent. Le docteur Bismuth, moi je suis professeur de médecine à la fac et je suis chef de service à l'hôpital. Donc on est obligé de bouger. Il faut que j'aille tout à l'heure à Jules Guesde pour un jury d'examen. À la fac de Jules Guesde. Normalement, je dois être à la fac de Rangueil à 14h et à Jules Guesde à 15h. Enfin bon, et je suis malvoyant, je ne conduis pas. Bon, c'est compliqué. Le docteur Bismuth, lui, il est médecin généraliste au bord du canal. Il est responsable d'une EHPAD de l'autre côté de Toulouse. Donc ce matin, il est à l'EHPAD. Le jeudi matin, il est à l'EHPAD. Et en plus, ce matin, il a la visite du médecin du conseil général qui vient vérifier si tout va bien. Donc, il m'a dit, on va faire une téléconsultation avec un patient de la maison de retraite. Parce que lui, il fait non seulement des consultations avec moi, mais il fait également de la gériatrie et il fait des consultations entre la maison de retraite et le service de gériatrie. Et c'est très intéressant aussi, parce que, par exemple, les patients âgés dans les maisons de retraite, ils ont souvent des problèmes d'escarre. On peut la voir, on peut la montrer au dermatologue avec la téléconsultation sans avoir déplacé ces patients qu'il ne faut pas déplacer. On peut, un trouble du comportement, ça peut pas, si on l'envoie à l'hôpital, il ne sera pas là au moment, le trouble ne sera pas visible au moment où le médecin le voit, etc. Enfin bon, il y a beaucoup d'avantages que je ne détaillerai pas. Il se trouve qu'il n'avait pas la consultation de gériatrie à faire ce matin, il n'avait pas le patient, mais il avait une patiente de sa clientèle que nous suivons ensemble depuis le début et qui a accepté de venir à l'EHPAD pour faire une téléconsultation. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Voilà. Mets-toi en long, va, comme tout à l'heure. On te verra mieux. Ah merde, mais qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais ça c'est la connexion. Ah oui, ça c'est dans les... C'est comme à l'hôpital. Moi, je ne peux pas le faire à l'hôpital, on est déconnecté tout le temps. Donc je le fais chez moi, mais c'est mieux parce que bon, je le fais quand je veux. Les généralistes, ils travaillent souvent à 19h, moi je rentre chez moi plus tôt, et puis ça marche très bien. Est-ce que tu peux te mettre en long? L'image sera plus comme moi là. Tout à l'heure, tu t'étais mis en... Ah d'accord. D'accord. Voilà. Bonjour madame. Madame Alérac, je la connais depuis Kouchner, puisque on s'était... Hein? C'est bien ça?
Vous aviez vu monsieur le ministre à l'époque? Pardon? Ah non, c'était après. Mais je vous avais rajeuni depuis la dernière fois que je vous ai vu. Ah non, non. Ça se fait pas comme ça. Non. Je vais essayer d'augmenter un peu le son. Voilà. Comment allez-vous? Ça va. Moi, j'ai reçu vos prises de sang que m'a envoyé Serge Bismuth. Et apparemment, le traitement a marché. Apparemment, votre traitement a marché. Le traitement que je vous avais donné. Ah oui, ça va. Vous êtes moins fatigué. 2 fois par semaine, oui. Vous êtes moins fatigué. Moins fatigué. D'accord. On va les continuer. Je vais continuer quand même. On va les continuer, oui, parce que ça a marché. Ça marche, oui. Donc là, le traitement se termine à la fin du mois, les 6 mois qui ont été prescrits de BO, et donc il faudra nous renvoyer une ordonnance, puisque la prescription ne peut être que spécialisée. Et donc ça évite à Mme Alérac un déplacement inutile pour continuer un traitement de ce type. Tu peux m'envoyer un mail pour que j'oublie pas de lui envoyer l'ordonnance? Oui, je la réclamerai. D'accord. Est-ce que Madame Alérac a d'autres problèmes? Oui, j'ai un problème à un genou. Il Et est, je vais le kiné, il dit 3 fois par semaine. Ça a l'air de marcher. Je marche avec la canne. Voilà. il est gonflé ce genou? Non. Monsieur Bismuth l'a examiné? Oui, monsieur Bismuth. Bon, alors ça va. On l'a examiné, on a fait des radios qui montrent une arthrose importante, mais bien sûr il n'est pas question d'envisager une chirurgie pour l'instant. Et il y a une petite tendinite de la patte doigt que j'avais infiltrée, mais comme elle est sous Préviscan, c'est toujours un petit peu compliqué les infiltrations, et qui a donné une amélioration très modérée. Donc c'est pour ça qu'on est passé à la kinésithérapie. Voilà. Bon, bah, écoutez, alors tout va bien. Je vais vous envoyer l'ordonnance et j'expliquerai aux médecins qui sont là les problèmes que j'ai eus avec vous là, ces derniers temps et avant, pour leur illustrer l'intérêt de ces téléconsultations. Voilà. Ça, c'est très bien. Parce que Madame Alérac ne voulait pas venir à l'hôpital. Non, ça se passe très bien avec la télémédecine. Est-ce que vous entendez quand que Madame parle? Bon, alors je vais demander à Serge de donner quelques messages à la salle avant de quitter l'écran. Voilà, donc si vous voulez, Monsieur Harley vous a expliqué qu'on fait de la télémédecine depuis 98, et disons jusqu'à il y a 3 ans, on faisait de la télémédecine un peu comme elle se fait ailleurs, c'est-à-dire avec du matériel que j'appelle matériel un peu lourd, c'est-à-dire une webcam sur un ordinateur fixe dans une salle dédiée. Donc en l'occurrence, moi c'était mon bureau, et Monsieur Harley soit allé à la salle de télémédecine de l'hôpital, soit n'avait pas d'autre solution. Donc étant généraliste, je me suis rendu compte qu'on utilisait beaucoup les smartphones pour tout, même en médecine. On téléphone à un ami, on photographie un électro, on envoie au cardiologue pour voir ce qu'il en pense, on prend des photos d'ulcères, etc. Donc Monsieur Harley m'a dit, mais écoute, avec FaceTime, on peut tout à fait fonctionner, c'est très simple, vous avez vu, la connexion se fait tout de suite. Et donc j'ai dit, oui, mais le problème c'est qu'il faut pouvoir crypter les échanges. Autrement, on ferait du Skype, c'est pareil que FaceTime. Donc j'ai contacté des boîtes qui proposent des solutions. On a un abonnement l'année et ça permet d'avoir des échanges cryptés.
et sécurisé. Et donc j'ai été en contact avec une boîte et je lui ai expliqué, je lui ai dit voilà, moi j'ai un ami qui est professeur d'hôpital et nous voulons pouvoir échanger des données de santé, mais on veut sûr que ce soit sécurisé. Et il m'a dit, je ne devrais pas vous le dire parce que c'est pas un bon point pour ma boîte, mais il se trouve que Apple crypte tous les échanges entre les appareils qui leur appartiennent, c'est-à-dire que ce soit ordinateur, tablette ou iPhone. Donc à partir de là, on l'a vérifié, hein, donc le cryptage appartient à Apple, hein. Voilà, bon, c'est la seule petite chose qu'on pourrait discuter. Donc nous nous sommes lancés et nous avons fait des consultations, moi chez des patients. Hein, ils me donnent leur numéro de Livebox et puis ils entrent en communication avec M. Harley, hein, directement. Donc l'avantage, c'est que l'échange est crypté. Deuxièmement, les courriers sont adressés par Medimail. Donc nous avons des échanges sécurisés de lettres, hein, puisque moi j'ai envoyé le dossier à M. Harley et il va me répondre par Medimail. Voilà. Donc ce qui est à Medimail ne garde les textes que 3 mois, mais enfin bon, on peut télécharger en 3 mois, on peut télécharger un courrier et le mettre dans le dossier patient, c'est pas difficile. Voilà, donc ce système-là, nous souhaitons qu'il se développe avec tous les smartphones, hein, pas uniquement ceux de la marque Apple, parce que bon, ils nous payent pas, hein, les Mac, hein, personne ne nous donne quoi que ce soit, mais on voudrait et donc le caler sur ce qui se fait avec le GCS, hein, de M. Larengue, hein, le système que j'appelle un peu fixe. Donc on a créé pour ça une association qui s'appelle Ragtime. Et nous avons une 50aine de médecins sur toute la région Midi-Pyrénées qui est très intéressée. Mais bien sûr, beaucoup d'entre eux n'ont pas de Mac, donc ne peuvent pas être opérationnels pour l'instant. Donc on peut fonctionner par téléphone, hein, par conférence téléphonique sécurisée. Donc notre idée, ce serait de voir si par la faculté ou autre, on peut trouver un système crypté, puisque l'hôpital actuellement, ça fait pas partie de leurs priorités. Donc on ne peut pas être aidé de ce côté-là. Un système crypté qui permettrait à tout médecin qui veut faire de la télémédecine avec l'hôpital ou avec le privé. Hein. Le problème qu'il y a, c'est que dans le privé, comme c'est pas rémunéré, hein, vous ne pouvez pas quand même solliciter très souvent quelqu'un sans qu'il puisse prendre une consultation ou qu'il soit rémunéré d'une façon ou d'une autre. Ou avec l'hôpital, puisque là ça rentre dans le cadre de leur activité, avec quelques médecins qui seraient d'accord, de pouvoir avoir un échange sécurisé avec une traçabilité, ce qui permet à chacun, sur le plan juridique, d'être couvert, de prendre sa part de responsabilité. Voilà ce que j'avais à vous dire, et nous on est convaincus, c'est tellement simple et tellement efficace. Vous voyez, pour renouveler de l'EPO, hein, c'est quand même plus simple de faire comme ça que d'aller à l'hôpital, une consultation, une prise de rendez-vous, le transport, pour un renouvellement qui doit se faire tous les 6 mois. Hein, et pareil en poste chirurgical, après des prothèses de hanche, ou quelquefois, il faut renvoyer les gens à l'hôpital pour s'assurer que tout va bien 1 an après, alors que ça pourrait se faire en télémédecine. Ou en diabéto, ou dans d'autres situations. Belle invention. Voilà. Écoute, voilà, je vais compléter ce que tu as dit. C'était prévu. Tu as parlé de quelques problèmes, quelques éléments techniques que je n'aurais pas dit, donc c'est parfait, ça a complété. Et je vais vous dire au revoir alors. Au revoir, monsieur Harley. À bientôt. À bientôt. Bon, voilà, donc désolé de ne pas être à Castres, hein, mais voilà, je suis à Toulouse, mais ça nous a permis de vous montrer exactement en réalité ce qu'on fait. Au revoir. Le problème, c'est qu'il faut... Voilà, il faut éteindre, sinon ça continue à parler. Alors, je peux vous raconter l'histoire de cette dame, parce qu'elle n'est pas inintéressante. Parce qu'il y a beaucoup de vérité, disons, de ce qui s'est passé avec elle.
Cette patiente, il se trouve quand M. Bismuth a eu besoin de moi, elle avait une maladie justement rare, très très prisée entre guillemets par les spécialistes de médecine interne qui sont souvent intéressés par les maladies rares et les maladies qu'on appelle auto-immunes. Maladies rares et graves, et qui ne se soignent qu'en venant en général en CHU, voire dans les services de médecine interne. Ça nécessite des consultations et surtout des hospitalisations. Cette patiente ne voulait pas venir à l'hôpital. Je crois que c'était parce que son mari était mort à l'hôpital. Enfin, il y avait un refus très, 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 très catégorique de venir à l'hôpital. Elle a certaines volontés, cette dame. Et donc, nous avons réussi avec Serge Bismuth à la soigner tous les deux. Et elle n'est venue qu'une fois, une journée à l'hôpital de jour à Rangueil à l'époque, dans mon service, parce que je me suis dit quand même je voudrais la voir, je voudrais la toucher. Et nous avons géré une maladie grave, potentiellement mortelle, nécessitant des traitements comme la cortisone à forte dose pendant plusieurs mois, avec les complications que ça peut avoir. Elle a fait, pour ceux qui connaissent, la fibrillation auriculaire. On a géré tout ça par téléconsultation. Et là, récemment, elle a quelques séquelles de sa maladie. Elle a une insuffisance rénale. Et donc, on a décidé, après plusieurs consultations, en voyant une anémie apparaître, sans cause évidente en dehors du rein, pour ceux qui connaissent là aussi, de démarrer de l'EPO, qui est beaucoup plus connu par les cyclistes. Et l'EPO, c'est réservé à certains spécialistes. Donc, le généraliste ne peut pas faire une ordonnance d'EPO. Il faut que le malade vienne à l'hôpital ou à la clinique des néphrologues. Et moi, je lui ai fait une ordonnance, puisque je l'ai vue, et que j'ai complètement confiance dans la malade et dans son médecin. J'ai fait une ordonnance d'EPO il y a 6 mois, et elle a remonté son taux d'hémoglobine, et elle est moins fatiguée. C'est ce que j'ai constaté avec vous ce matin. Et donc, je vais lui renouveler ce traitement qui marche bien et qui n'a pas dépassé son but. Parce qu'il faut faire attention. Parfois, ça fait monter l'hémoglobine beaucoup trop haut. Voilà, donc c'était l'exemple. On va peut-être passer à la phase d'échange que nous devons avoir. Ragtime, pour vous expliquer, parce que moi je suis jazzman, donc j'ai constitué il y a quelques années le réseau d'aide aux généralistes pour les thérapeutiques et les investigations de leurs malades et l'enseignement. Ça, c'est Ragtime. Donc il y a plus de 50 médecins qui sont inscrits. On a constitué une association là, récemment pour essayer de faire avancer les choses. Il y a plus de 50 médecins généralistes qui sont inscrits pour pouvoir pratiquer. Mais on a encore quelques difficultés pour être soutenu par l'ARS, par les pouvoirs publics, par l'hôpital. Voilà, message important. Il faut, et ça je le dis en particulier pour les administratifs de l'hôpital, il faut exiger que les médecins se déplacent vers les patients. Un des moyens de se déplacer vers les patients, c'est la téléconsultation, qui peut se faire, comme je vous ai montré, d'ici vers l'EHPAD de Toulouse, qui peut se faire de mon service vers le service des urgences de Rangueil, qui peut se faire de la consultation de pneumologie de Rangueil vers un malade hospitalisé dans mon service, ou alors le pneumologue il vient. Mais il faut faire attention à ne pas déplacer les gens, les patients. Il faut que les patients viennent à leur chevet et discutent avec d'autres médecins autour du patient. C'est très important. Et tout ça, qu'est-ce que ça amène? Ça amène une meilleure médecine et beaucoup d'économies. Voilà les deux choses que je voudrais dire en terminant cette introduction avant de commencer la discussion, puisqu'on est en atelier, normalement on doit discuter. Voilà, allez-y, je vous écoute. Oui. Cette résolution semble
légère. Cette solution semble très légère. Vous nous avez dit qu'elle était cryptée, mais est-ce qu'elle est homologuée par la CNIL au niveau sécurité? Alors, comme nous travaillons à l'hôpital à essayer de développer la chose, je vais vous demander à Jean-Louis Arnay, qui depuis 2 ou 3 ans est responsable de la télémédecine sur l'hôpital, quelles sont les possibilités, de répondre à cette question technique qui est... mais si vous voulez, il n'y a pas que FaceTime et Skype, il y a autre chose. Il y a plein d'autres possibilités. Bon, alors, si on schématise, à l'intérieur de l'hôpital, je dirais, on peut faire ce qu'on veut. À partir du moment où on va en sortir, on se heurte au fait que, théoriquement, et en pratique, on est soumis à l'utilisation d'outils qui sont développés par le GCS, qui doit les choisir et qui doit les autoriser. Alors, personnellement, actuellement, à l'intérieur de l'hôpital, j'ai développé l'utilisation de Link avec, parce qu'on fait en groupe avec Microsoft, dans différentes villes de France pour travailler avec Link et avec des systèmes de partage comme SharePoint. On a mis au point des systèmes, mais il est clair que ça marche parfaitement bien à l'intérieur, par exemple du CHU de Toulouse, où il y a 7 établissements différents qui sont à distance les uns des autres. Et là, on a toute licence de faire ce qu'on veut. Dès on veut sortir de l'hôpital, actuellement, je suis en train de développer la télésurveillance pour la sclérose latérale amyotrophique, qui sont une maladie dramatique qui oblige à revenir à l'hôpital alors que c'est souvent pas utile et qu'on pourrait les prendre en charge à domicile. Et là, on est obligé de passer sous les fourches codines des instruments et des outils qui malheureusement ne sont pas encore tous disponibles. Voilà la situation. Prenez la parole, hein, n'hésitez pas, je ne vois pas bien moi, donc allez-y. Merci. Oui, professeur Yann Lebras, directeur de l'hôpital de Lavore. Je suis ici avec des représentants de l'équipe de secteur de psychiatrie. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, au-delà de votre discipline, la médecine interne, est-ce qu'il y a d'autres exemples d'utilisation sur d'autres spécialités, et par exemple sur la psychiatrie au CHU de Toulouse? Alors, ce que je sais, c'est que c'est un bon instrument. Le psychiatre, il fait lui aussi de la clinique, hein. Il part avec le généraliste et l'interniste, il est resté clinicien. Donc je sais qu'il se passe des choses en matière de psychiatrie. Je n'ai pas connaissance précise, mais M. Arnay le sait, oui. Oui, on a fait faire récemment justement une thèse de télépsychiatrie avec, dans le cas particulier, ça consistait à poursuivre une psychothérapie qui avait été entreprise en présentiel au CHU et qui était ensuite poursuivie à domicile avec de bons succès. Alors actuellement, effectivement, il y a une volonté de développer les téléconsultations en psychiatrie et on est en train, à l'intérieur du CHU, de le développer. Je crois que c'est quelque chose qui s'y prête parfaitement. Il y a des spécialités comme la dermatologie, la psychiatrie, la médecine qui se développent, qui se prêtent particulièrement à ça. On le développe actuellement au niveau des urgences, de la prise en charge des urgences. Mais la psychiatrie, oui, indiscutablement, c'est un bon terrain pour développer ce genre de téléconsultation avec un bon niveau de satisfaction de la part des psys. Là encore, comme disait Philippe, c'est les problèmes de déménagement qui nous ont un peu retardés puisqu'on a déménagé la psychiatrie parmi d'autres services de l'hôpital. Non mais donc je vous entends dire, effectivement, on voit bien que ce sont des solutions mobiles et pour avoir fait des groupes de travail sur le terrain, c'est vraiment des solutions qui sont appelées de leur vœu par les professionnels et y compris par les médecins généralistes. Et si ensuite on se pose la question de la coordination des soins par les infirmières qui, elles, sont en permanence mobiles au chevet des malades, les infirmières libérales. Et donc on sent bien qu'il y a des contraintes qui vous brident, mais en même temps, le GCS,
tous les partenaires sont dans le GCS, donc normalement, le GCS doit pouvoir évoluer en fonction des demandes formulées par les partenaires, dont un des plus importants est le CHU. Donc voilà, donc il y a quand même aussi une volonté des acteurs eux-mêmes pour faire remonter ce type de projets qui répondent à, voilà, qui franchissent une étape. La difficulté, c'est vrai que souvent, maintenant, on a envie de passer à cette étape-là sans être passé par l'étape fixe, habituelle et telle qu'on la voit et qui est peut-être un peu plus lourde. Donc il y a une question de priorisation, effectivement. Oui, bon, alors je crois qu'on est quand même, c'est vrai qu'on est obsédé par la sécurité des données de santé. Bon, cela dit, actuellement, on est quand même un peu dépassé par tous les côtés, quoi. Quand on voit. Non, mais je suis pas le GCS qui fixe les règles de sécurité, mais ce qu'on lui demanderait, c'est de se bouger un petit peu plus pour avoir les outils un peu plus vite. Hein. Et deuxièmement, c'est le fait que quand même, si on veut être réaliste, sur tous les sites homologués de contact médical, sites qui sont même parfois conseillés, on est obligé, même si on est dans l'anonymat, si on prend un pseudo, le pseudo, il est délivré avec un accord Apple, etc., ce qui fait qu'on peut tout retrouver dans les données de santé. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi sur les données de santé, je dis simplement que, par exemple, des systèmes comme ce qu'on développe, Link, etc., c'est quand même très sécurisé, très crypté. Mais je ne dis pas qu'il faut passer en dehors du GCS, je dis qu'il faudrait essayer d'accélérer un peu les choses parce qu'actuellement, on en a un vrai besoin de médecine numérique. Hier, ceux de Montréal qui étaient là, les Québécois, oui. Expliquaient bien qu'effectivement l'important c'est que ça parte de la base, mais qu'à un moment donné, il faut bien que toutes les strates soient impliquées, de l'échelon régional, national, pour arriver à les dupliquer à une échelle plus grande. Et je pense qu'on est bien à ce stade-là. Oui, c'est sûr. Enfin, c'est vrai dans tous les domaines. La technique est beaucoup plus en avance que les mentalités, disons. Et après, si en France, avec en particulier le principe de précaution qui est arrivé dans la Constitution, donc ça a freiné beaucoup un certain nombre de choses, y compris ça. Mais le basique de la médecine, les choses, 90% de ce qui se passe, c'est pas du tout, il n'y a pas de problème, quoi. Pas de problème, la confidentialité, le patient il s'en fout parce que il veut qu'on s'occupe de son problème. Et le téléphone depuis 100 ans. Alors ce qui est important par contre, c'est la sécurité du diagnostic, du traitement. Ce qui est important, c'est de respecter la médecine, et donc il faut qu'il y ait des acteurs de santé, des soignants, des médecins avec le patient lorsqu'il n'y a pas de présentiel. Moi, ça m'arrive de téléphoner. Donc le téléphone aussi devrait être. On devrait parler beaucoup plus de ce qui se passe au téléphone en médecine. Parce que certains l'utilisent beaucoup, pas beaucoup, mais bon, il faut l'utiliser, le téléphone. Moi, il m'arrive de téléphoner régulièrement à des patients. Mais je ne téléphone qu'à des patients que je connais, que j'ai déjà vus. Et la plupart du temps, lorsqu'on fait un acte un peu complexe de téléconsultation, il faut qu'il y ait le médecin généraliste, c'est ce que nous faisons la plupart du temps, ou éventuellement à l'infirmière quand c'est dans un autre domaine. Je trouve que ça retourne la place aux médecins généralistes. Parce que souvent, on a des contacts avec des médecins généralistes qu'on n'a jamais vus. Et là, au moins, ça permet de créer du lien, de travailler en réseau. Tout à fait. Enfin, c'est un des moyens d'essayer de rétablir.
la médecine s'est beaucoup aggravée dans ce domaine depuis une trentaine d'années, hein, avec la spécialisation, l'hyperspécialisation de la technicité. Et les gens, ils s'occupent de leur truc et ils foutent complètement de ce qui se passe à côté, hein. Y compris du généraliste. Alors, le généraliste se démerdera, il fera tout ce qui... Il fera la synthèse, tout, mais le généraliste, parfois, il n'est pas compétent quand c'est très compliqué. Il a besoin d'être aidé. Moi, cette patiente, ce qui est très intéressant aussi, cette patiente que j'ai vue beaucoup de fois avec Serge Bismuth en téléconsultation, chaque fois, donc c'est pour nous une source de formation. Donc Serge Bismuth, il a appris à traiter une maladie rare, grave, avec une corticothérapie prolongée, parce que les généralistes, ils n'en ont pas de ça. Ils en ont 1 ou 0. Et s'ils en ont 1 et qu'ils le font comme ça avec le consultant, ils deviennent aussi compétents. Et non, le problème de la segmentation de la médecine, il est grave. Il est grave. Parce que le cardiologue, il ne veut pas savoir ce que prend le patient, ce que donne le psychiatre à son patient. Et inversement. Et je dis cardiologue, psychiatre, et puis après, à côté, il y a le gastro, il y a le etc. Donc ça, c'est grave. Et c'est pour ça qu'il faut absolument... Moi, j'exige que les patients qui sont hospitalisés, il y ait un contact qui se fasse au téléphone avec le généraliste, à un moment donné. Mais ce n'est pas toujours le cas. J'essaie de le faire mais bon, il faut se battre pour ça. Et au-delà des médecins, je pense qu'il y a les soins infirmiers aussi, par exemple la surveillance des plaies, des choses comme ça, qui peuvent tout à fait relever de ce type d'échange. Parce que pour l'infirmière qui va à domicile, qui surveille une plaie en cours de cicatrisation, elle peut recevoir des conseils de la part d'un spécialiste. Et franchement, ça va être extrêmement utile plutôt que de faire déplacer les patients. Oui, les infirmières travaillent beaucoup en mobilité, enfin de plus en plus en mobilité avec des tablettes, etc. Oui, bon, alors donc là aussi, on est... forte. Oui, bien sûr. Elle n'est pas complètement dans les clous. Docteur Régis, oui, en parlant de télémédecine, je parle des plaies chroniques. On peut supposer que sur un bassin, par exemple, il y a une infirmière référente qui s'occupe des plaies chroniques, et par ce biais-là, que l'infirmière du patient demande avis à l'infirmière référente, donc sans déplacement et tout ça, quoi. Après, il y a le problème de la rémunération de cet acte de coordination. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Effectivement, pour le moment, toujours 0 rémunération. Donc 0 reconnaissance. Sur la télésurveillance en cardiologie, en Allemagne, il y a des rémunérations forfaitaires. Mais c'est assez récent quand même, finalement, la rémunération. Ici, on entend beaucoup de choses, donc on a l'impression que c'est très développé partout, mais en fait, même à l'étranger, quand on a vu les Québécois, on voit bien que c'est les 3 dernières années que le volume des consultations est passé de quelques centaines à maintenant plusieurs milliers. Donc l'accélération et vraiment la diffusion, qui était restée dans un stade relativement confidentiel parce qu'il n'était pas tarifé, je pense. Voilà, à partir du moment où on trouve des modalités de rémunération au forfait, c'est une des clés de la diffusion. Quels sont les freins à ce que ça avance plus vite, l'amélioration, justement? Parce que il y a des expérimentations partout, tout le monde pousse au train. Monsieur, vous êtes très moteur, et on voit que voilà, ça n'a de cesse de ne pas avancer. Donc pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que quelqu'un a la réponse de pourquoi ça n'avance pas? Parce qu'il y a des solutions multiples, il y a des volontés multiples, mais il n'y a rien qui avance, ou du moins à une vitesse qui pourrait faire peut-être mourir un certain nombre d'acteurs pertinents qui ont des solutions pertinentes. Je pense que les pouvoirs publics ont délégué aux ARS le fait de faire des contractualisations au cas par cas, et qu'en réalité, il va falloir un jour, c'est sûr, qu'ils prennent la décision soit d'une rémunération à l'acte, soit d'une rémunération forfaitaire,
qu'à mon avis, parce que quand même le paradoxe, c'est quand on se rend compte que sur les applications Apple, mettons actuellement, dans le domaine de la santé, à l'heure actuelle, il y en a 97 000, dont les 3/4 sont payantes. Par contre, il n'y a pas une rémunération d'un acte vrai de télémédecine. Il est certain qu'il y a un manque de courage et de volonté pour un public, hein, mais... Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de ça, parce que les négociations, ça rentre ensuite dans les rémunérations sur les catalogues des aides. Enfin, et c'est des négociations conventionnelles. Et on le voit bien sur les protocoles de coopération. Un certain nombre d'acteurs de terrain et de professionnels sont très partants et voilà, pour avancer. Mais dès qu'on déplace un curseur entre les professionnels, etc., ça pose la question de la pratique pour tout le monde. Et donc, il y a aussi des freins professionnels, ne nous leurrons pas sur ce sujet. Il y a un certain nombre de personnes qui sont motrices, mais aussi en termes de négociations conventionnelles. Les négociations sont longues sur les protocoles de coopération. Là, c'est le ministère qui avance et qui a dit, si les partenaires conventionnels ne se mettent pas d'accord à la fin de l'année, moi, je trancherai. Mais normalement, c'est les négociations conventionnelles qui doivent fixer les modalités de rémunération. Et c'est compliqué, on le voit bien. Le problème de la coordination, il est simple. Tant que c'est de l'acte qui est remboursé intégralement par la CIPAM, ça ne pose pas de problème. Comment voulez-vous faire admettre le dépassement de l'horaire dans ce système-là? C'est pas possible. Donc, le problème, il est là. Sortez le dépassement de l'horaire, nous les généralistes, on fait à 98% des généralistes ne font pas de dépassement de l'horaire. Nous, on est pour ce système-là. Mais c'est vrai que quand on se retrouve face aux professionnels qui veulent le dépassement de l'horaire, par celui-là, il n'y a pas. Donc, c'est pas rentable pour nous. C'est tout le modèle économique qui n'est pas adapté. Parce que non seulement l'acte de télémédecine n'est pas rémunéré, mais l'acte de télémédecine diminuant les hospitalisations, vous savez l'état des hôpitaux, vous enlevez 10% d'hospitalisation, un hôpital comme le mien, il est à 10 millions d'euros de déficit. C'est tout à fait vrai, c'est effectivement l'écueil dans tous les centres hospitaliers. C'est que quand on fait de la télésurveillance à domicile, qui évite au SLA, qui évite au porteur d'un stimulateur cardiaque de revenir, eh ben, c'est une hospitalisation de jour qui sort, pour pas un rond qui rentre. Ça, c'est clair. Alors, parfois, on arrive à des conventions, des choses comme ça. Je pense que l'hôpital de Lavore, pour la radiologie, on a fait une convention qui marche bien. Très bien. Avec le CHU de Toulouse, ils se sont trouvés en situation de ne plus avoir de radiologue et un très bon matériel. On a combiné un échange avec une contractualisation qui satisfait tout le monde. Ça marche depuis 2-3 ans, je crois, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est du coup par coup. C'est vrai que là, il y a problème. Pour le CHU, ils ne peuvent pas se permettre, surtout actuellement, enfin pour les CH en général, pour le centre hospitalier, de perdre de l'argent. Donc c'est au pouvoir public de prendre des décisions. Oui, c'est courage et figure. C'est pas à nous. C'est aussi aux professionnels, savoir comment ils veulent travailler. Mais ça, La plupart d'entre eux sont d'accord pour travailler sur une compétition. Et ça, c'est. Oui. Je ne l'ai pas dit de la manière aussi directe et aussi claire que M. Régis, mais c'est un fait, notamment pour les spécialistes. Vous êtes un spécialiste universitaire, donc votre position est différente, et vous l'avez bien dit, pour vos confrères privés qui exercent dans la privée. Et on le voit bien dans les négociations syndicales nationales, en fait, de ce que je peux en dire, j'insiste pas, de ce que je peux en dire dans la presse, on voit bien qu'il y a quand même, un sujet sur la compétisation. Nous, à l'hôpital, on est dans la même situation. Oui, tout à fait. Moi, je suis en fin de carrière, donc je trouve assez dramatique que mes collègues sont obligés de rentabiliser, de faire des hospitalisations de jour. Et c'est pareil, hein. C'est pareil, parce que sinon ils n'ont pas les moyens, etc. Donc on est poussé à ça. Mais donc c'est pas la profession ni les directeurs d'hôpitaux qui vont décider. Non, ça c'est sûr. Mais ça change la on peut le dire, c'est en disant qu'on fait bouger. Exactement. Ça met du temps, mais... Je crois qu'on va terminer l'atelier, monsieur, puisque la caméra va s'arrêter. Merci.